Bonjour et bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information du week-end. Tu vois, c'est les titres. Le ministre du Travail, chargé de la réforme de l'administration, a reçu hier l'ambassadeur de la République populaire d'Éthiopie. Et cette réunion de stratégie nationale de la protection sociale, donc une réunion qui a été présidée par la secrétaire d'État aux affaires sociales. Et une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine pourrait se tenir ce vendredi à Da Nang, au Vietnam, et ce en marge du Forum des pays de l'Asie-Pacifique. Bonjour, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Al-Hassan Bahdan, a reçu hier l'ambassadrice du Royaume-Uni, Madame Susanna Mawhid, Monsieur Alain Martinet, consul honoraire du Royaume-Uni à Djibouti, et de l'attaché de la Défense auprès de l'ambassade britannique, le colonel Matt Munro, ont participé donc à cette réunion. Outre le ministre de la Défense a pris part à cette réunion côté djiboutien, le capitaine Elias Abdillahi Guelleh, chef du cabinet du ministère de la Défense. La visite de l'ambassadrice de Sa Majesté britannique, Madame Susanna Mawhid, s'inscrit dans le cadre de sa prise de contact avec les autorités du pays. Le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, a souhaité la bienvenue à Djibouti à Susanna Mawhid, et l'ambassadrice a à son tour remercié le ministre pour son accueil chaleureux. Et par la suite, les discussions entre le ministre et son hôte ont porté sur le renforcement des relations de coopération bilatérale existantes entre les deux pays, et plus particulièrement sur la coopération entre les deux armées. Dans leur entretien, les deux autorités ont également soulevé la situation de la région, notamment celle de la Somalie, de l'Érythrée et du Yémen. Également dans l'actualité, le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a présidé hier une formation en ligne de remise à niveau pour les langues françaises à l'Université de Djibouti. Cette formation en ligne est mise en place par un groupe des enseignants de l'université pour pouvoir améliorer le niveau d'expression et de rédaction des étudiants en langue française. Cette formation en ligne sera disponible pour toute personne censée améliorer la langue française, et l'objectif de cette formation est de remettre à niveau l'expression et la rédaction, sachant que l'Université de Djibouti est la seule de l'Afrique de l'Est qui a cette opportunité de rester francophone. On prépare le président de l'Université de Djibouti, Dr Jamal Mohamed Hassan, le directeur de l'IFAR, et Stéphane Brena, également plusieurs professeurs-chercheurs de l'Université de Djibouti. Et à la fin, le ministre et la délégation ont remis des cadeaux au groupe des enseignants de l'université qui ont mis en place cette formation en ligne. Et Iska, et ce que j'ai dit, j'exhorte les collègues en disant que de ces projets, on aura beaucoup de retours d'expérience. C'est aussi peut-être ce qui nous facilite, c'est aussi la jeunesse de l'université. En 2006, on était aussi l'une des rares universités africaines à se lancer dans le système LMD. Et le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a remercié l'équipe qui a mis en place cette formation et a rappelé l'objectif capital de cette formation destinée, on le rappelle, aux étudiants. Je propose de l'écouter. Je suis très heureux d'être encore une fois à l'université pour participer à la mise en place de toute une plateforme sur la réforme de l'enseignement du français. Très heureux pour à plusieurs titres. Le premier, c'est qu'il répond à un besoin de renforcer la capacité de nos étudiants dans la communication, dans l'expression, dans la compréhension et dans la présentation du travail qu'ils font et dans la présentation d'eux-mêmes quand ils vont chercher un emploi. C'était donc un prérequis sur lequel on travaillait depuis un certain nombre d'années, parce que les langues en général aujourd'hui font face à des difficultés. Et notre priorité était dans ces prérequis à ce que nos étudiants puissent s'exprimer de la manière la plus, je dirais, efficace et performante. L'autre élément important, c'est une réforme et une plateforme qui a été faite, et c'est là notre fierté, avec l'encadrement bien sûr de l'expertise et de l'aide de la partie française, mais par des enseignants, des anciens étudiants devenus enseignants, par des enseignants beaucoup plus anciens, de travailler ensemble pour élaborer une plateforme qui puisse être opérationnelle, non seulement opérationnelle aux étudiants de l'université de Djibouti, mais à une grande échelle, notamment par la formation en ligne en utilisant aujourd'hui le numérique.
L'objectif à long terme, c'est que nous puissions mettre, à partir de l'université de Djibouti, mettre en place des cours universels ouverts à tout le monde et qui pourront toucher au-delà de l'université de Djibouti, pourquoi pas dans le monde. Donc vraiment, encore une fois, je félicite l'université de Djibouti, toutes les parties prenantes qui ont travaillé à l'élaboration de ce projet, qui nous permettra d'ici quelques mois d'avoir une cartographie du niveau des langues de nos étudiants. Cette cartographie non seulement par rapport à la filière, mais par rapport également à leur origine et à leur environnement, qui nous permettra également de recibler un certain nombre de facteurs, notamment en touchant l'appui social que nous amenons à nos étudiants. Donc je ne peux que féliciter l'université et remercier encore une fois le président de la République de l'appui qu'il apporte toujours à l'université, son écoute, ses conseils. Et d'ailleurs, c'était un de ses premiers conseils à travers donc un appel à l'université de Djibouti d'améliorer l'apprentissage de langue. C'est ce qui est fait, mais on souhaiterait aller au-delà encore de cette plateforme et mettre en place un véritable centre de langue avec les MOOC qui vont accompagner pour toucher un plus grand nombre. Et dans le reste de l'actualité, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, M. Hassan Idriss Amri, a reçu hier l'ambassadeur de la République populaire d'Éthiopie, M. Shamibo Fitmo, et un assistant de l'ambassadeur en charge du dossier qui faisait l'objet de l'ordre du jour, la réunion pour une meilleure régulation de la main-d'œuvre éthiopienne travaillant à Djibouti. Ont également participé à cette réunion les cadres du ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration, le secrétaire général M. Abdellah Ali Mohamed, le directeur général de l'ANEFIP, Hussein Ismail Aden. Cette réunion de travail fait suite à une précédente rencontre qui portait sur la régularisation en permis de travail des sociétés représentant des transporteurs et des opérateurs des compagnies pétrolières du site d'Horizon Port. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. Moussa Mohamed Ahmed, à la tête d'une importante délégation composée de ses principaux collaborateurs et des membres de l'unité du projet, a effectué hier une visite de terrain à Koudi et Koma pour inaugurer donc le forage. C'est donc une localité située dans la région de Dikil. On prépare à cette rencontre le préfet de la région, Mohamed Chekho, le vice-président du conseil régional, Ebo Mohamed Ebo, commandant des corps de l'armée, colonel Idriss Omar Elie, les chefs coutumiers et les communautés agricoles. Ce forage, a-t-il dit, est le fruit des actions conduites par mon département à travers le projet de mise en œuvre des technologies d'adaptation dans les écosystèmes fragiles des plaines centrales de Djibouti. Le ministre a poursuivi son intervention en rappelant que les actions de son département ne se limitent pas à la réalisation de ce forage, mais il est programmé aussi d'exécuter dans la région de Diki des actions comme l'opérationnalisation de ce forage en le dotant de systèmes d'exhort fonctionnant aux panneaux solaires, la construction dans les semaines à venir d'un deuxième forage équipé en panneaux solaires dans la localité de Dinamali afin de répondre à la demande accrue au nom de la communauté locale, de leur cheptel, de leur jardin. Mais aussi la réhabilitation du périmètre agropastoral de 8 hectares de Koudi commun effectué par 6 entreprises de la région de Dikil. Cela comprend la mise en place d'une nouvelle clôture, la réfection donc du réservoir et l'installation d'un nouveau système d'adduction d'eau pour l'irrigation du dit périmètre. Il y a aussi donc cette formation en agriculture pour les bénéficiaires des différents périmètres afin de développer les activités génératrices de revenus des communautés locales. La formation également des communautés locales sur l'élevage avicole afin de diversifier leurs sources de revenus. Le reboisement par des acacias et autres plantes résistantes aux aléas climatiques comme brise, vent pour la protection de périmètres agropastoraux et aussi pour la restauration des parcours pastoraux. Le ministre a dans son intervention rappelé que, tout d'abord, remercier les autorités de la région pour leur accueil chaleureux et fraternel, et ensuite il a présidé la cérémonie d'inauguration
du forage du Koudikoma à Hanlé, construit dans le cadre du projet intitulé Mise en œuvre des technologies d'adaptation dans les écosystèmes fragiles des plaines centrales de Djibouti. Il a rappelé que ce nouveau forage de Koudikoma, qui a un débit de 70 mètres cubes, va alimenter en eau et rendre indépendant le périmètre agropastoral de 10 hectares de cette localité, ainsi que le développement du nouveau périmètre agropastoral. La secrétaire d'État en charge des affaires sociales, Mme Mona Ousmane Adana, a organisé hier un atelier de validation sur la stratégie nationale de la protection sociale, et c'était à l'Institut des études diplomatiques, en présence de nombreux partenaires sectoriels, des partenaires au développement, des représentants de la société civile. Et on fait le point tout de suite sur cet atelier. Donc cette nouvelle stratégie de protection a pour objectif la prévention de la protection et du capital, un facteur clé de la contribution à l'édification du nouveau modèle de société. Et rappelant donc l'objectif éminemment politique de la vision 2035, à l'instar d'autres pays en développement, la République de Djibouti développe sa protection sociale en déployant un certain nombre de modes d'intervention, dont en particulier les programmes de transfert monétaire et quasi-monétaire et les programmes d'inclusion socio-économique tels que la promotion de la microfinance et l'économie sociale et solidaire. La stratégie de protection sociale a pour vocation à couvrir l'ensemble de la population et se doit de prendre en considération la vulnérabilité de cette population en révisant les formules et méthodologies de ciblage employées pour les inclure dans le cadre du registre social. En outre, des efforts pour la mutualisation des travaux entre le département le secrétariat d'État en charge des affaires sociales et la CNSS pour la base de données et le PASS et le ministère de l'Intérieur sont à développer pour créer les synergies nécessaires entre services publics et surtout intégrer les données du registre avec des fichiers d'identification nationale du département de l'Intérieur dans le respect des règles de confidentialité et de préservation des données personnelles. Et on va retrouver l'appel à la prière avant d'écouter l'intervention de la secrétaire d'État en charge des affaires sociales. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. La stratégie de protection sociale a pour vocation à couvrir l'ensemble de la population. Ces mots sont de la secrétaire d'État en charge des affaires sociales. Nous l'écoutons. Engagée depuis les années 2000 dans la dynamique de réduction de la pauvreté, la République de Djibouti adopte des stratégies successives dans le cadre de lutte contre la pauvreté, l'initiative nationale de développement social et la plus récente étant la stratégie nationale de protection sociale filets sociaux qui prend fin cette année. L'objectif principal de cette dernière stratégie était de mettre en place un dispositif efficient de protection sociale de type filet de sécurité destiné aux populations vulnérables mais qui ont échappé jusqu'à ce jour tant aux mesures d'urgence qu'au système classique de sécurité sociale. Cependant, tirant des leçons de cette situation et projetant même de l'inverser, la vision 2035, initiée en 2014 par son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, et qui a inscrit l'approche du développement dans le long terme, a défini des ambitions pour la croissance économique en même temps que pour la protection sociale. Cette dernière devra ne plus être considérée comme un substrat de la croissance, mais comme un objectif national avec des seuils à atteindre. En termes de lutte contre la pauvreté, d'atténuation de l'impact des inégalités et la promotion du capital humain en général. Dans cette dynamique, la protection sociale des populations pauvres et vulnérables est demeurée à l'état malgré la mise en œuvre des programmes pertinents, tels que le Programme national de solidarité famille, le Programme d'assistance sociale santé, les filets de sécurité et ou les programmes d'autonomisation socio-économique tels que les institutions de microfinance et le développement de l'économie sociale et solidaire. Devant cet état de fait et pour préparer le cadre de stratégie de protection sociale 2018-2022, un long processus de diagnostic fondé sur le dialogue et la concertation a été réalisé avec les acteurs institutionnels, les associations, les organisations du système des Nations Unies et les partenaires techniques et financiers depuis les assises de l'action sociale organisées le 25 et le 26 janvier 2017. À cet effet, l'adoption d'un socle national de protection sociale, comme défini dans les recommandations de l'OIT, à laquelle a souscrit notre pays, est nécessaire pour apporter une réponse structurée, fondée sur les droits humains. Voilà donc, c'était l'intervention de la secrétaire d'État en charge des affaires sociales. On fait le point avec Samantha Saïd, bonjour. Bonjour. Alors vous avez suivi avec nous cette réunion donc, qui avait pour objectif de promouvoir donc, la création des socles nationaux de protection sociale. Est-ce que cette protection universelle sera contre tous les risques sociaux tout au long du cycle de la vie? Oui, effectivement, Asma, car la secrétaire d'État aux affaires sociales s'est engagée à élaborer ces stratégies qui offrent une vision de perspective sur long terme pour la création d'un système cohérent et intégrant des protections sociales, tout en identifiant plutôt les objectifs, les priorités et les mécanismes pour la mise en place des mesures spécifiques à travers des programmes d'action organisés, Asma, autour des axes prioritaires, charges intégrées, également les objectifs du millénaire pour le développement. Cette réunion avait pour objectif d'exposer la stratégie nationale pour la protection sociale 2018 à 2022. Cette stratégie des différents volets qui touchent les couches de la société et plus précisément l'enfant, les femmes, les personnes handicapées et les personnes âgées. La protection sociale couvre plusieurs dimensions complémentaires les unes aux autres, comme la défense des droits, le développement humain, la croissance économique. Elle constitue un maillon important des efforts visant la réduction de la vulnérabilité économique, sociale, alimentaire, nutritionnelle et la protection contre d'autres chocs.
Merci Samantha Saïd pour ces précisions. Et un mot en sport dans le reste de l'actualité. La Fédération internationale de football, en collaboration avec la Fédération djiboutienne de la même discipline, a organisé le cours Futuro pour les instructeurs techniques et physiques d'arbitres francophones pour une période du 8 au 13 novembre. Hier au Sheraton Hotel, donc en présence du président de la Fédération djiboutienne de football, président de la commission d'arbitre de la Confédération africaine de football, Hassan Ouabeli Suleiman, M. Youssouf Ahmad Mahmoud, président de la commission d'arbitre djiboutienne, Mohamed Momin, les instructeurs physiques et techniques chargés du développement d'arbitre du Mali, Magassa Sidi, instructeur donc technique d'arbitre tunisienne, Hagda Yahya, et le représentant de la secrétaire d'État, donc de la jeunesse, M. Abchir. Outre notre pays, l'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, les Comores, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, le Madagascar, le Mali, Mauritanie, le Maroc, le Niger, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad, Togo, la Tunisie participent à cette réunion. Également dans l'actualité, une cérémonie de clôture de formation sur la mécanique des moteurs a eu lieu à la base militaire italienne à Djibouti. La cérémonie a eu lieu en présence du directeur de la pêche, M. Ahmed Dalal Djibril, et le commandant de la base italienne. L'objectif était de former les jeunes pêcheurs sur la mécanique et la réparation des moteurs des bateaux. La session de formation a été dispensée par la coopération militaire civile italienne stationnée ici à Djibouti. La cérémonie a été clôturée par la remise des certificats aux participants qui sont venus d'Obok, de Tadjoura, d'Arta et de Djibouti-Ville. Ils ont reçu donc leur certificat de participation des mains du directeur de la pêche et du commandant de la base, le directeur de la pêche, M. Ahmed Dalal Djibril, qui a d'ailleurs dans son intervention remercié le commandant de la base pour l'accueil qui lui a été réservé et la plus technique. On écoute. Et également dans l'actualité, l'association des jardiniers de Landa a organisé une réunion d'information et de sensibilisation pour les agro-éleveurs de la région de Tadjoura afin de les informer sur l'ouverture d'une boutique d'intrants agricoles et de l'élevage à Tadjoura, mais aussi de sensibiliser les agro-éleveurs de la région sur l'importance de cette boutique. L'association des jardiniers de Landa s'est dit satisfaite de cette action menée en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et la FAO, qui s'inscrit dans la lutte contre la résilience et la sécurité alimentaire, va largement soutenir le secteur et aura un impact positif sur le quotidien des agro-éleveurs. De son côté, le directeur régional du ministère de l'Agriculture a félicité l'association et a indiqué que cette boutique va offrir toutes sortes des soins médicaux au bétail, mais aussi toutes sortes des semences et des pesticides pour les agriculteurs. En préparant cette réunion, le préfet adjoint, Ahmed Jamar, le directeur régional du ministère de l'Agriculture et le président et le vice-président du conseil régional. À Tadjoura, toujours, une équipe du ministère de la Femme et de la Famille s'est rendue à la Ville Blanche dans le cadre de la sensibilisation des associations et des élus locaux sur les enfants à besoins spéciaux. À cet effet, un atelier de communication sur l'identification des enfants à besoins spéciaux a eu lieu hier, donc dans l'après-midi, pour les élus locaux et ce matin pour les associations des handicapés et autres associations œuvrant dans la région de Tadjoura. L'objectif était de communiquer aux responsables administratifs ainsi qu'aux associations de la région la nécessité de recenser les enfants à besoins spéciaux et les informer des différents handicaps, étant donné que les élus locaux et les associations sont les plus proches de la population. Le ministère donc de la promotion de la femme compte sur leurs implications afin d'obtenir un très bon résultat. L'atelier fut également l'occasion de présenter la politique du gouvernement aux participants ainsi que les différentes réalisations en faveur des enfants à besoins spéciaux. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. Avec vous, Fred Soussena, bonjour. Bonjour. Et on va parler de cette tension fardeuse entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Macron en visite surprise à Riyad et le président français a effectué hier donc une visite en Arabie Saoudite où il s'est entretenu
avec le jeune prince héritier Mohammed Ben Salman sur fond de nouvelles tensions entre Riyad et Téhéran. Effectivement, donc Asma, la première rencontre entre les deux hommes est-elle donc autant plus importante que les tensions ne cessent de monter entre l'Iran, l'Arabie Saoudite, au Yémen, comme le Liban, le programme nucléaire iranien que Riyad remet en cause avec le soutien de l'administration Trump est également source de discorde. L'autre question discutée est celle de l'accord sur le nucléaire iranien, les positions très dures exprimées par l'Arabie Saoudite vis-à-vis de l'Iran. Paris donc a exprimé sa solidarité avec Riyad après l'interception d'un missile tiré par les rebelles yéménites soutenus par Téhéran. Ce tir est une preuve aux yeux des autorités françaises de la réalité du danger du programme balistique iranien. Et une autre rencontre fardeuse cette fois entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui pourrait se tenir aujourd'hui à Danang au Vietnam et ce en marge du Fora des pays de l'Asie et Pacifique, la PEC. Effectivement, donc une rencontre annoncée par Moscou qui reste à confirmer du côté de Washington. Il y a 5 jours, Donald Trump a précisé qu'il entendait demander le soutien de la Russie sur le dossier nord-coréen. La question de l'Ukraine et de la Syrie ont été également évoquées à l'occasion de sa première visite en Chine. Le locataire de la Maison-Blanche a rencontré également le chef de l'État Xi Jinping. Il dit avoir donc eu des échanges très productive avec son homologue chinois au sujet de la Corée du Nord et de la nouvelle fois appelé donc Moscou à accentuer la pression sur le régime de Pyongyang pour contribuer à résoudre une situation potentiellement dramatique. Merci Fardos pour toutes ces précisions. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information est contenue sur nos chaînes.